faut réfléchir dans une dynamique de service client. Les gens comprennent ce que ça veut dire que la bienveillance. Ça veut pas dire je vais te dire tout va bien, quoi. Ça veut dire à un moment donné, je vais te dire les choses, je vais te les dire de manière factuelle, je vais t'écouter aussi. Le conseil, c'est orienter client. Il faut savoir qu'un flux de facture, c'est pas que un montant, une date et un tiers. C'est aussi le contenu de ce qui est dans la facture, le contenu de ce qui a été acheté. C'est des prix unitaires d'articles. À un moment, il faut sortir du théorique, il faut être très pratique. Et il faut manager par l'exemple. Ce qui change beaucoup, je trouve, c'est la capacité de travailler ensemble. Mais je pense que c'est vraiment très français de rendre les choses complexes. La TPE, pendant des années, a piloté avec son compte en banque, mais pas parce qu'elle s'est dit c'est le meilleur outil de pilotage. C'est parce qu'elle n'avait pas d'autres outils de pilotage. Piloter la data, c'est bien, il faut piloter la bonne data. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle masterclass aujourd'hui avec deux invités de marque du cabinet Grant Thornton. Tenez-vous bien, Grant Thornton à l'échelle internationale, c'est quasiment 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présent dans 145 pays, 73 000 collaborateurs. Et puis en France, vous êtes 147 associés, vous allez atteindre prochainement les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous avez, si mes chiffres sont justes, à peu près 2700 collaborateurs. Vous avez tous les deux profils atypiques, comme j'aime le dire. Toi, tu es spécialisé plutôt côté international et puis toi, tu as pris la direction d'un bureau en région PACA et là, on tourne ici à Sophia Antipolis. Et donc, j'aimerais avoir un épisode qui soit hyper concret, mes chers messieurs, pour qu'on puisse aussi comprendre la transversalité dans ces métiers, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe à l'étranger dans la filière comptable et financière, qu'on puisse aussi avoir du feedback et du retour sur ce qui peut être importé en France, et puis comment on lance un bureau, comment on crée tout ça. J'espère que vous êtes prêts. Très heureux de vous accueillir tous les deux. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir. Trop bien. Alors, je vais vous demander déjà tout simplement, succinctement, de vous présenter. Si tu peux commencer par toi. Et puis après, je te laisse la parole. Merci encore. Donc Alexandre Zararat, je suis associé et directeur du bureau de Nice, du coup, dans notre région PACA, et ce qu'on appelle la région Grand Est chez Grant Thornton. Okay. Et effectivement, j'ai pris mes fonctions en octobre 2022. Et je suis pas très loin de chez toi, du coup. On est sur Nice. Et on dirige je dis on parce qu'on est deux associés et un directeur, et on pilote une trentaine de personnes sur l'activité d'audit, expertise conseil, qui est expertise comptable, dans laquelle on ajoute cette dimension conseil. Et puis aussi une particularité qui est le Transaction Services et ce qu'on appelle maintenant le Deal Advisory, d'ailleurs. C'est un nom très récent de notre conseil financier, où on a une compétence aussi particulière sur le territoire d'accompagner les entreprises. Et plus récemment, et on en parlera, des axes qu'on prend sur la transformation digitale et la transformation durable, donc la data et la RSE. Très clair. Et toi, Jérôme, alors, raconte-nous un peu succinctement ton parcours et aussi qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette profession ? Ok, très bien. Moi, j'ai fait des allers-retours, mais donc j'ai 25 ans d'expérience professionnelle. Je suis expert comptable à la fois en France, puis également au Canada. J'ai commencé ma carrière en audit. Puis après quelques années, 8 ans, j'ai dit, bon, je pense que c'est le moment de faire de l'expertise conseil. Je fais de l'expertise conseil au sein de Grant Thornton. Et puis, moi, j'aime bien les défis. Donc, la France, c'était bien, mais je me suis dit, bon, j'aimerais voir ce qui se passe à l'international. Je suis parti au Canada. Je travaillais dans notre firme à Montréal, qui s'appelle Raymond Chabot Grant Thornton. Je travaillais là-bas pendant à peu près 2 ans. Ensuite, j'ai eu une opportunité avec un de mes clients, qui était une compagnie télécom en forte croissance. Je les ai rejoints en tant que contrôleur. Et puis, j'ai bossé là-bas pendant 8 ans. Donc, j'étais senior director of finance. Et après 10 ans au Canada, on a décidé de rentrer en France. Mmh. Et j'avais quitté Grant Thornton. Je suis retourné chez Grant Thornton, toujours dans le volet international. Et là, maintenant, ça fait bientôt 7 ans que je suis rentré. Ça faisait plus de 7 ans, en fait, que je suis rentré. Et je m'occupe de tout le volet international pour Grant Thornton. Donc, en fait, mon titre, c'est Head of IBNR, International Business and Network Relationships. Et donc, je suis la porte d'entrée à la fois du volet inbound puis du volet outbound. Hyper intéressant. J'aurais une question déjà. Ce voyage à Montréal pendant 10 ans,
Qu'est-ce qu'il t'a appris quoi? Parce que tu viens voilà, tu as fait tes études, ton histoire ici, tu es parti pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu as ramené ici, de ton expérience là-bas? J'ai ramené plusieurs choses. Bon, déjà, j'ai ramené un autre fils. Ça, c'est pas mal. Je suis parti avec un, j'ai revenu avec 2. Voilà. Je suis parti avec ma femme, je suis revenu avec ma femme. C'est Tant très mieux bien déjà. aussi. C'est très, très bien. J'ai appris la mentalité des affaires nord-américaines. Et donc, en fait, quand on est en France, on a une façon de faire des affaires. En Amérique du Nord, on a une autre façon de faire des affaires que je trouve bien plus agréable. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est plus franc, ça veut dire que c'est plus droit au but, c'est plus on n'a pas peur de vendre. C'est quoi un peu la culture? C'est une approche très pragmatique. Par exemple, je donne un exemple. On aime bien, en France, rédiger des emails très longs avec des phrases, des tournures, des choses comme ça. En Amérique du Nord, c'est extrêmement direct. C'est vraiment l'information brute et très efficace. Et en fait, c'est un mode de communication qui n'est pas agressif, mais c'est juste qu'en fait, on ne perd pas son temps à rajouter des fioritures. Et dans une mentalité française, on peut trouver ça un peu agressif. Et c'est pas du tout agressif, c'est juste que juste donne-moi l'information, puis moi je vais te répondre, et puis ça s'arrête là. Ouais, je vois. Donc en fait, ce pragmatisme dans les affaires, on le retrouve dans tous les secteurs d'activité, et on va le retrouver aussi dans tous les différents départements des entreprises. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le travail, la valeur et le mérite. Le fait qu'il y a un effet accélérateur. Quand ça va bien, ça accélère très rapidement. Quand ça va moins bien, ça décélère aussi très rapidement. Mais ça fait partie des règles du jeu. Donc ça, il faut l'intégrer. Et ce que j'ai aussi appris, c'est l'humilité. Parce qu'en fait, quand on arrive dans un nouveau pays, donc bien sûr, on a son background, on a son expérience professionnelle, mais il faut être humble et puis savoir se remettre en question pour pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel finalement on atterrit. Et voilà. Et donc ça, après, quand on revient en France, on a plus de compréhension avec des gens qui ont des profils différents, qui viennent justement de l'étranger, qui savent pas un peu comment ça se passe, qu'il faut s'habituer à nos règles. Donc voilà, ça c'est de manière générale les choses que je retiens. Hyper clair. Alexandre, tout à l'heure, tu as employé le mot expertise conseil et tu disais que c'était un mot important ou cher à nos yeux. Pour quelle raison? Pourquoi t'impulses même sur le fait qu'on parle d'expertise conseil? Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc déjà, le sujet, c'est que c'est le nom du métier déjà chez Grant Thornton. C'est pas un truc, tu vois, que j'impulse. C'est vraiment nous et c'est notre stratégie depuis, pour le coup, ça un moment, qui est l'expertise comptable. La partie comptable du sujet, c'est pas forcément, mais ça, je le sais, et je pense que tous tes invités te le disent régulièrement, c'est pas le sujet pour lequel forcément un dirigeant va vouloir être accompagné par son expert comptable. C'est pour le volet conseil. Donc, c'était pour insister simplement sur cet aspect qui a toujours existé, je pense, dans le métier d'expertise comptable, bien avant qu'on y soit tous, mais qui devient de plus en plus prégnant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui émerge des solutions technologiques, ce qui va émerger aussi avec l'IA, cette dimension conseil, cette dimension de compréhension du business du client, c'est quelque chose sur lequel on insiste, un, dans le nom du métier, mais deux, aussi dans la façon dont on mène aujourd'hui nos activités. Et attends, et moi, juste un truc que je voudrais rajouter. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que moi, je pense que j'ai une bonne compréhension de notre organisation en France, mais surtout, j'ai une bonne visibilité de comment ça se passe aussi à l'international. Ouais. L'expertise conseil, telle que nous, on la conçoit en France, ça n'existe pas de manière copier-coller à l'étranger. Par contre, c'est le conseil, c'est advisory. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que ça n'existe pas? Parce qu'on pourrait penser que tous les entrepreneurs auraient besoin de conseils, peu importe qu'ils soient en France ou à l'étranger. Oui, mais là, tu as utilisé le terme conseil. Ouais, je vois. Donc, en fait, on est vraiment dans cette dynamique-là. D'accord. Nous, au niveau international, chez Grant Thornton, on a 3 métiers. Bon, ça se rejoint à peu près dans toutes les firmes de notre taille. On va avoir audit, on va avoir advisory, donc conseil, et on va avoir tax. Donc là, c'est tout ce qui va intégrer le volet fiscalité, et également souvent aussi le volet légal quand on offre ses services. Mais donc, en fait, l'advisory, c'est là où on va se trouver.
Et donc, il va y avoir multifacettes d'advisory. Donc, ça rejoint tout à fait ce que disait Alexandre. Et en fait, donc, cette partie comptabilité, généralement, ça a un terme qui s'appelle FAS, Financial Accounting and Advisory Services. C'est une branche. Mais tout autour, il y a plein d'autres services qui sont ajoutés. Ok. Et du coup, c'est quoi la perception de valeur du conseil en France et à l'international? Est-ce que en France, les entrepreneurs, ils sont clients, entre guillemets, ou demandeurs d'avoir de la valeur, ou avoir l'humilité de se dire qu'ils savent pas pour être accompagnés ou pour payer pour? Et à l'international, c'est quoi aussi les deux pans? Tu vois? Oh, ok, tu veux commencer? Commence par l'international, je ferai le parallèle avec la France tel que je le vois. Donc, typiquement sur des flux inbound, donc on est sur des clients étrangers qui veulent donc s'implanter en France. Alors, finalement, pour les gens de conseil, c'est une page blanche, c'est extraordinaire parce qu'ils sont demandeurs et ils connaissent pas grand-chose. Okay. Et donc, en fait, ils sont vraiment avec cette attente. Le volet formalisme, c'est la conséquence. Mais d'abord, c'est le conseil. Est-ce que ça doit être ce type d'entreprise ou tel autre type d'entreprise? Est-ce que je dois m'orienter vers tel type de fiscalité ou tel autre type de fiscalité? Donc, c'est full conseil. Et ensuite, il y a le volet conformité. OK, très bien, on a défini le conseil. Bah, maintenant, on va le mettre en place, puis on va mettre la conformité en place. Donc, c'est d'abord conseil et après compliance. Ok. C'est marrant parce que, en t'écoutant, parce que moi, j'ai pas cette expérience internationale qu'a Jérôme, je dirais presque, à mon point de vue, que c'est l'inverse chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous on a une profession réglementée en France d'expert comptable. C'est ce qui fait la différence avec ce que décrivait Jérôme. Parce que aux États-Unis, c'est pour la partie taxe où ils vont aller voir un expert comptable. Mais pour la partie comptabilité, en réalité, c'est pas réglementé comme chez nous. Ils utilisent d'autres technos, d'autres prestataires parfois. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on n'est pas forcément positionné, je pense aux US notamment, on ne fait pas de tenue comptable à la base. Ça a peut-être évolué. C'est-à-dire qu'on fait de la fiscalité, on fait du conseil. La partie tenue, c'est un truc qui, pour nous, en tout cas, sur Grant Thornton, n'existe pas aux US, à ma connaissance. Et du coup, la différence ici, c'est qu'ils viennent, ils se sentent obligés d'avoir un comptable. Donc, ils arrivent sur le volet compliance. Et là, tu vas avoir, pour moi, différentes catégories de clients. Alors, évidemment, c'est notre cible. La PME, l'ETI qui vient de voir, elle cherche vraiment du conseil et elle cherche de la compliance, du conseil pour être compliant, mais c'est pas pour enrichir des écritures comptables, quoi. Par contre, tu as quand même une catégorie de clients, et notamment en région, qui sont de la belle TPE ou de la PME, où quand ils arrivent au départ, Fais de la tenue, quoi. Tu peux être en tout cas mis à ce niveau-là de discussion, ce qui, pour aujourd'hui, enfin, clairement, c'est des sujets sur lesquels on s'éloigne un petit peu de ça, parce qu'on a des acteurs qui rentrent sur ce marché-là. Alors, la TPE, typiquement, avec des gens, d'ailleurs, qui te sponsorisent. Je ne sais pas si c'est encore le cas, d'ailleurs. Quelques-uns, Ouais, quelques-uns. Voilà, tu as des éditeurs qui se positionnent et qui, finalement, remplacent un bout de ce que faisait l'expertise comptable. Et tu vas avoir l'IA qui va arriver. Et donc, c'est des clients, aujourd'hui, s'ils cherchent juste à avoir une TVA, une IAS fiscale, on va pas forcément... donc, tu vois, des fois, ils rentrent en contact avec nous parce qu'ils ont besoin d'un expert comptable. Et là, en fonction de leur appétence sur du conseil, ça va être des clients qu'on va considérer comme étant dans notre cible ou pas. Parce que nous, c'est ça notre particularité et c'est ça qu'on veut développer. C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'en France, le marché, il est réglementé par la loi. En gros, la tenue, le monopole de la tenue comptable, il est plus orienté vers les cabinets, enfin vers les experts comptables. Et puis, à l'étranger, c'est la loi du marché qui va réguler un peu tout ça. Ça va être l'ordre professionnel. Ouais. En fait, on est dans une dynamique en France où ça va être soit le ministère de la Justice, soit le ministère de l'Économie et des Finances, et en fait, par exemple, en Amérique du Nord, non, pas du tout. Mais du coup, ça leur fait peur en France de dire, purée, imagine, demain, le monopole, il saute. Et tu vois, parce que c'est quand même une espèce de petite prison dorée, où tu te dis, bon, écoute, t'es un peu tranquille parce que la loi te protège. Le jour où elle te protège plus, c'est quoi, en fait, tel état d'esprit que la personne doit avoir et les skills que les cabinets ou les experts comptables doivent mobiliser, justement pour faire face... Bon, là, on parle de l'IA. Tu vois, ok. Mais imaginons que demain, la réglementation, elle saute. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit faire comme à l'étranger? Je sais pas si on peut un peu, je sais pas, réfléchir à ça, tu vois. Ça revient tout à fait au postulat de départ qu'on est plus conseil que expertise. Ouais, carrément. Donc, en fait, tout ce qui est tactique, transactionnel, ce genre de choses, c'est juste une question d'organisation et de process. Oui, c'est un savoir-faire, une méthodologie, mais en réalité...
quelqu'un qui n'a pas une compétence purement technique, il va être capable de s'organiser sur des process. Nous, on travaille avec des gens, des gestionnaires de projets. C'est pas des gens qui sont des pros de la compta, mais c'est des gens qui sont des pros des process, puis de traitement de l'information. D'accord? On va faire appel ensuite à des spécialistes des normes, parce que quelquefois, il y a des défis normes. D'accord? Et là, on va être capable de les adresser, mais vraiment point par point. OK? Puis après, c'est tout ce qu'on appelle vraiment, je reviens à ce que je disais, le volet advisory, le volet conseil. Qu'est-ce qu'on va chercher? Quel est l'objectif au niveau des états financiers? Quel est l'objectif au niveau de la fiscalité? Quel est l'objectif au niveau du groupe? Donc, pour répondre à ta question, ce volet protectionniste vis-à-vis de la profession, euh, en fait, quand on va être un conseil qui va apporter une vraie valeur ajoutée, on va pas se poser la question en amont. Et au fait, est-ce que vous êtes expert comptable? Ça devient superflu. Est-ce que vous êtes un bon conseil? Ok. Tu le vois, toi, ça, ici en région? Honnêtement, c'est vachement intéressant de l'entendre dans ce sens. En fait, ils sont en avance finalement là-dessus à l'international par rapport à nous. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, il y a deux sujets. Il y a moi en tant qu'expert comptable, membre d'une profession. Okay, donc, tu as l'ordre des experts comptables et tu as le sujet de la profession où clairement, demain, pour la profession, c'est un enjeu majeur. Et donc, ça touche tu vois, l'ensemble des gens qui aujourd'hui se forment pour devenir experts comptables, sont en stage d'experts comptables ou sont des collaborateurs de cabinets. C'est un gros sujet. C'est moins un sujet pour des cabinets qui ont, comme nous, qui ont eu dans leur ADN depuis longtemps, et tu as reçu la dame dans ton podcast, de justement se mettre en ordre de marche sur ce sujet conseil, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de clients qui sont chez nous pour avoir juste leur TVA et leur liasse. Et donc, demain, t'enlèves le monopole, je ne crois pas. On a eu le cas d'ailleurs pour la réforme de l'audit. Tu vois, côté audit, quand ils ont remonté les seuils, on n'a pas été très impacté parce que nos clients, ils venaient pas... ils venaient pour une signature et pas forcément... s'ils cherchaient juste... voilà. Donc, du coup, à l'échelle Grant Thornton, égoïstement, je vais te dire, c'est pas trop un sujet. Par contre, à l'échelle du marché, et là, pour le coup, je parle... parce qu'on est tous... il y a beaucoup de grands tortoniens qui sont des experts comptables, membres de l'ordre. Là, on a un sujet. Et évidemment qu'on veut protéger cette profession. Et le sujet, c'est... Et ça, c'est plus un message pour l'ordre. Je ne fais pas partie des gens qui s'impliquent là-dedans, mais je devrais peut-être un jour. Mais ouais, il y a un gros sujet. Et il y a un sujet aussi de gestion avec les éditeurs de logiciels, clairement. Et aujourd'hui, le fait de cette data qui est aujourd'hui protégée pour l'instant, le fait qu'elle soit comme ça captée par d'autres acteurs et sans que la profession soit complètement organisée là-dessus. Il y a des projets embryonnaires, mais c'est un vrai sujet. D'autres secteurs l'ont connu par le passé. Et si le monopole demain venait à sortir, à sauter, je pense que les impacts seraient d'autant plus forts du fait de cette politique qu'il y a eu jusqu'à présent, d'être plutôt très ouvert, sachant qu'on avait cette chance en France d'avoir et on espère qu'on la conservera, un marché protégé, mais il y a du boulot là-dessus. Ok, hyper clair. J'aurais aussi d'autres questions sur la partie tu vois, structuration du bureau et aussi tu vois, quel type de profil doit le composer pour répondre à la fois aux besoins du marché, mais aussi les besoins que vous imaginez pour demain sur la partie conseil. Du coup, je vais tout de suite te poser la question. À quoi ressemblent les profils qu'il y a dans ton bureau? Vous êtes une trentaine de personnes. Qui sont-ils? Et comment tu les as choisis et comment ils ont intégré ce bureau? Ils sont constitués de quoi? C'est quoi leurs skills, leurs compétences et les sujets sur lesquels ils travaillent? Alors, est-ce que tu me permettrais, avant de pourquoi je dis ça? Parce que je pense que comprendre déjà moi, mon profil, parce que quand je me suis présenté, je n'ai pas eu la même démarche d'aller sur le passé, quoi. Ouais. Et donc, forcément, ça joue, parce que ça va t'éclairer sur l'actualité. Donc, moi, à la base, déjà, je suis ingénieur de formation. C'est un point qui fait que je suis aussi un profil atypique et qui peut jouer dans ma façon aujourd'hui d'apprécier un profil. Parce que moi-même, j'ai fait ce parcours au départ, pas être du tout fait pour faire de l'expertise comptable. Donc moi, j'ai démarré à Nice, master de maths, école d'ingénieur à Paris, audit à Paris. On a tous les deux démarré au même endroit. Audit à Paris, audit grand compte. Et une volonté de descendre dans le territoire, mais une volonté personnelle pour le coup. Ce n'était pas une ambition professionnelle. Je suis d'ici, je voulais revenir ici, j'ai ma famille ici. Et j'ai voulu construire ma famille ici. Donc je suis redescendu.
Et j'ai découvert ce métier d'expertise comptable dans le territoire, où finalement l'audit, qui était mon premier amour dans le métier, que j'aime toujours, mais je me suis rendu compte que t'arrivais souvent en fin de course, il y avait plus justement cette dimension qui peut y avoir dans une grande organisation. C'est-à-dire qu'une grande organisation, quelque part, l'apport de l'auditeur pour que ça se passe bien, elle est vraiment importante. Plus tu descends en taille, moins c'est complexe, plus tu arrives vraiment en bout de course, et moins je trouvais mon compte, moi, dans la relation, dans la discussion, etc. Donc, expertise comptable, je passe mon diplôme et tout ça. Et donc, forcément, je suis un profil atypique. Et donc, dans mes équipes, alors, il y a l'historique, parce que j'arrive, j'hérite d'un historique. Donc, c'est des gens plutôt master CCA, IAE et autres. École de commerce, mais pas beaucoup dans les territoires. Nous, aujourd'hui, c'est pas forcément, enfin, un petit peu. T'as des écoles locales, tu vois, du Schema, de l'EDEC, un peu de Cage même, éventuellement. Tu connais tout ça. Mais beaucoup de masters CCA. Et puis, moi, j'ouvre un peu. Typiquement, je prends quelqu'un, à un moment donné, master CGAO, contrôle de gestion, et qui a été, je la salue d'ailleurs aussi, qui a été pendant 6 ou 7 ans chez nous, et qui m'a aidé sur, justement, apporter plus de conseils. Parce que, tu vois, par rapport aux conseils et tout ce qu'a cité Jérôme, il y a un dernier volet, c'est le volet plus opérationnel du client. Et là, c'est clairement un sujet sur lequel la data, c'est la data pour faire du financier au sens produire mieux des comptes plus vite, compliance, etc. Mais c'est aussi de la data pour mieux comprendre les indicateurs business et donc la data métier. Et là, quelqu'un, tu vois, du contrôle de gestion, ça a été quelqu'un qui a réussi à déployer des outils et des reporting plus facilement que quelqu'un qui venait, qui n'avait pas forcément cette appétence à la fois contrôle de gestion et aussi un peu technologique. L'intérêt, en fait, c'est que quand on est tous pareils, on réfléchit tous de la même manière. Alors que quand on a des profils différents, moi j'adore ça, faire venir des gens qui ont des profils différents sur mes missions. Je fais la transition, hein, mais au départ, les gens qui ont peut-être bien fait, ils posent beaucoup de questions parce qu'ils veulent comprendre ce qui a été fait à date, hein, et ensuite ils veulent interpréter si pour eux ça leur semble logique ou pas. Et on n'a pas besoin d'avoir nécessairement un profil comptable. Le profil comptable, en fait, nous en tant que comptable, on pense que c'est le 80%, puis que le 20% c'est le reste. En fait, c'est complètement inversé. Mais vraiment, la compta en tant que telle, le pur défi comptable, ça va être le 20%. Le reste, c'est plutôt le 80%. Et quelqu'un qui a une tête bien faite, elle a le 80%. Et donc, elle va être capable de prendre du recul. Et ça, c'est valable sur tous les projets en lien avec la finance, la comptabilité, la fiscalité. Moi, je fais des projets transverses, je fais des projets internationaux, et je fais venir des gens qui ont cette ouverture d'esprit. Mais tu vois, la différence des profils, en quoi c'est une richesse? Parce que tu vois, des fois, tu pourrais te dire que des profils trop différents, ça va se fighter un peu parce qu'ils vont peut-être pas se comprendre, ou alors peut-être qu'ils auront aussi des cultures ou des parcours qui fait que, purée, moi je suis très comptable, l'autre il est très dans, je sais pas moi, dans le questionnement, j'en sais rien. Même ils ont des profils, je sais pas, les profils 10 par exemple, profil de personnalité, rouge, le bleu, le vert, je sais pas quoi, nan, nan. Comment on arrive aussi à faire converger ces personnes dans un même objectif? Alors, chacun sa personnalité, hein, on est bien d'accord. On va retrouver quand même des traits. Ok, donc voilà. Donc, on ne va pas rentrer nécessairement dans le cliché, mais le comptable est quelqu'un d'assez, disons, rigoureux, de quelqu'un. Ouais, et puis voilà, quoi. Il a c'est blanc, noir, c'est. Voilà, quoi. Des gens qui vont avoir des profils différents, ils ont la notion de la finesse, de la subtilité, du gris. Ok. Ouais. Et ça va super bien, parce que quelqu'un qui a la notion du gris, il va prendre la personne qui est vraiment rigide, avec justement une façon assez douce et une façon de pouvoir enrober les situations, Ouais, et qui va avoir aussi des capacités de communication qui font qu'en fait, parce que là, on réfléchit dans une dynamique de comptable, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir dans une dynamique de service client. Mais le client, il préfère 100 fois plus avoir quelqu'un qui a ses rondeurs, qui est capable de se mettre à sa place, qui est capable de se dire: «Ah bah moi, au moins on m'écoute». On n'est pas c'est pas comme si je parle et puis il y a quelqu'un qui est un sachant technique qui m'explique comment c'est dans les livres.
Non, 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 non. On est avec des gens qui ont la capacité d'écoute et ensuite qui ont la capacité de retransmettre et d'adapter des solutions en fonction de leur cas spécifique. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes, hein, de toute façon. Hein. Nous, on peut se considérer comme étant les plus grands, les plus beaux, les meilleurs, mais en fait, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est vraiment le client. Hein. Donc, il faut que lui, il ait ces sentiments-là, parce que le conseil, c'est orienté client. Si c'est pas orienté client, faut se trouver un autre job. Toi, Jérôme, c'est quoi tes critères de lecture d'un profil qui pourrait justement être quelqu'un qui est orienté client et pas orienté 100% technique? Comment toi, tu vas évaluer une personne? Tu dis, bah ça c'est un bon profil. Là, il y avait un point qui était clé. Hein. C'était la capacité d'introspection pour se mettre à la place du client. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit. Quand j'étais au Canada, pendant 10 ans, j'étais directeur financier. Et donc, j'avais affaire à multitude de conseils. Comptabilité, fiscalité, tout type de conseils. Et en fait, je me rappelle d'un auditeur en particulier, jeune, mais une expérience humaine incroyable. Et en plus, il était auditeur, donc il avait une position un petit peu compliquée. Mais cette notion de conseil, c'était vraiment transcendant. C'était vraiment ça. Et là, je me suis dit, bon, bah voilà, lui, il a tout compris. Et donc ensuite, bon, la parenthèse, c'est que finalement, moi, j'étais pas fait pour retourner en cabinet de conseil parce que j'étais directeur financier au Canada. Donc la logique, c'était revenir en France, mais je vais prendre une direction financière, je vais être CFO, enfin voilà. Mais j'adorais mon job de CFO, mais ce qui me manquait, c'était la notion de conseil et aussi la notion de BD. Et je me suis dit, ok, je vais arriver dans un cabinet. Grant Thornton, je le connais très très bien. Let's go. Et donc, en fait, on a expliqué le plan de match et ça s'est très bien passé. Et donc, moi, dans mon approche au quotidien, c'est vraiment ça. C'est de me transposer dans les souliers de mon client. Et je me dis, mais finalement, quand moi je parle, est-ce que ce que je suis en train de dire, si j'étais le client, ça aura de la valeur? Ok, c'est entre guillemets, c'est extrêmement simple et à la fois pas facile parce que ça demande aussi beaucoup d'empathie et aussi de ressentir un peu les émotions de la personne. Tu vois, ça demande une intelligence émotionnelle et sociale pour pouvoir réussir à faire ça. Et d'aller chercher ça. C'est-à-dire que Ouais. moi, si je devais résumer, c'est pas facile, mais je dirais qu'il y a une forme de curiosité. Tu as l'écoute, tu as l'empathie, et tu as aussi la curiosité d'aller poser des questions, d'aller comprendre le quotidien. Alors, je suis en train de me dire, quand je recrute, est-ce que je suis capable de déceler cela? La réponse est non. Surtout sur des jeunes. Et la réponse, c'est que les jeunes qui rentrent, ils ne sont pas formés à ça. En plus, par rapport aux standards de Jérôme de la culture nord-américaine, la posture client, le service client, c'est vraiment un truc chez nous qui est pas du tout au même standard qu'en Amérique du Nord. Ça se développe, mais tu le sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je passe derrière des collabs qui ont fait un mail. Je dis, tu vois, le client là qui lit ça, c'est pas ouf. il va pas forcément le voir de ta manière. Tu l'alertes, mais tu lui donnes pas la solution aussi. La forme, voilà. Donc, c'est des sujets, je pense, qu'on apprend sur le tas. Tu as des gens qui sont vachement réceptifs à ça et qu'on va positionner. Pour revenir au sujet de la diversité, je pense que justement, quand dans une équipe, tu as quelqu'un qui a plus cette appétence-là, tu as quelqu'un qui est sur les process et la techno, et tu as aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, tu as un vrai quelqu'un qui a l'efficience de la comptabilité. Parce qu'il y a aussi un sujet, moi je me suis planté. Hein. L'exemple du projet qu'on a cité tout à l'heure, c'est un projet qui a été un projet d'innovation et sur lequel, avant d'y arriver, on s'est pas mal loupé. Et typiquement, c'est en lien avec la diversité. C'est-à-dire qu'au début, j'avais mis quelqu'un qui était pur process, donc qui était super en place pour faire de la compta en temps réel, parce que c'était ça le sujet du projet. Hein. On a fait ça en 2018. C'était d'être capable de faire de la compta en temps réel pour les clients, ce qui était nouveau, avec des outils de collecte, des outils de BI, etc. Et sans rentrer dans le détail, le problème, c'est que en fait, on s'est rendu compte que faire de la compta en temps réel, comme on ne savait pas forcément faire, on a mis en place des process théoriques, mais à un moment donné, dans les décisions qu'il fallait prendre pour arbitrer, il manquait dans l'équipe quelqu'un qui avait un peu plus la capacité typiquement de dire ça, c'est pas important. Hein, donc la personne qui avait lancé le truc au départ, elle voulait être exhaustive dans la moindre écriture, parce que pour elle, tout avait le même niveau d'importance. Donc c'est quand on a mis quelqu'un dans l'équipe qui avait cette compétence plus
d'efficience de sortir du bilan. De bon sens. Mais de bon sens aussi, mais d'expérience, tu vois, qui n'était pas dans la théorie pure. Quand on a le couple des deux, là, on a commencé à être efficace dans la production de reporting, où on a pu mettre de côté les sujets qui étaient moins importants, et on a revu le process. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que d'ailleurs, il valait mieux le faire en trimestriel bien que tous les mois moyen. Tu vois, donc, typiquement, on a commencé par se louper pour y arriver. Aujourd'hui, il faut être clair, des standards où tu es en compta en temps réel, si la compta elle est externalisée chez un expert comptable, c'est compliqué, parce que si tu n'as pas les paiements, si t'as pas, c'est du gros boulot. Donc là, aujourd'hui, on est capable de le faire efficacement, mais ça a pris des équipes pluridisciplinaires pour y arriver. Mais tu vois, typiquement, là, sur un projet comme ça, moi, les gens qui travaillent avec moi dans mes équipes, étonnés que rien n'est acquis parce que c'est pas des gens du métier, ils questionnent, et en fait, c'est juste une question de gros bon sens. Est-ce que ça a du bon sens? Et en fait, ils vont te poser la question 20 fois que toi-même, tu vas dire bah, non, c'est vrai que ça marche pas ce truc-là, en fait, c'est trop théorique. Non, 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 en pratique, ça marchera pas. Et voilà, donc il y a ce côté un peu innocence dans le sens positif du terme, dans le sens où j'ai pas de background, explique-moi comment ça marche. Bon, il y a peut-être des règles, mais en fait, d'un point de vue logique, ça tient pas la route. Ok. Et en fait, ça c'est la conclusion rapide, mais les gens qui bossent avec moi, ça c'est le message, mais la façon dont ils délivrent le message, ils vont pas le délivrer comme ça, parce qu'ils vont avoir les rondeurs de la communication, qui sont justement des profils plus souples, plus agiles, et moins dans le noir ou blanc. Et est-ce que, du coup, chez Grant Thornton, il y a des formations justement sur la communication pour verbaliser peut-être des émotions comment dire je suis en train de perdre mes mots, mais Les en tout soft cas. skills. Non, oui, par exemple. Mais est-ce que on forme à permettre aux collaborateurs de pouvoir donner une mauvaise nouvelle, accueillir un feedback de la part d'un client un peu difficile? Est-ce que ça, c'est des choses qui se font? Ou alors, sur le terrain, il y a quand même de l'intelligence collective? Ah tiens, je te file un coup de Tu main. vois, j'y vais. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Raconte-nous une anecdote, Jérôme. Ben non, mais la meilleure anecdote, en fait, c'est que on avait tellement besoin de ça qu'on l'a formalisé. Et en fait, ça fait partie de nos valeurs. Et on a donc bon, il y a plein de choses autour de nos valeurs. Mais donc le motto, c'est déjà l'expérience de la confiance. Donc là, ça veut dire que nous, on fait confiance. Quand les gens ils viennent chez Grant Thornton, on n'est pas là pour d'abord contrôler, valider. On est là pour donner la confiance. Puis quand on donne la confiance à quelqu'un, bah, elle va pas donner son 100%, elle va donner son 150%. Elle veut pas remettre en cause le fait que tu lui aies déjà donné sa confiance. Donc, ça veut dire qu'en fait, la thèse du départ, c'est que quand tu viens avec moi, Ouais. je te fais confiance. Je te fais confiance. À 100%. Et puis mais, après, mais humainement, naturellement, la personne va dire j'ai vraiment pas envie de le décevoir. oui, bien évidemment. Je suis complètement d'accord. Numéro 1. Puis numéro 2, on a élaboré, ça c'était avec, jusqu'à présent, enfin c'est notre ancien CEO qui a élaboré toute une méthodologie autour de la bienveillance. Alors ça, c'est un mot, on peut dire, oui, c'est galvaudé, la Ouais. bienveillance, ça veut tout et rien dire, mais comment on l'a formalisé? On a une charte de la bienveillance, on a des commandements, on a 10 actions clés. Quand les gens arrivent chez Grant Thornton, ils doivent faire ces formations, c'est des webinars. Si tu fais pas la formation, ça te coupe ton laptop. Tu as intérêt à être bienveillant, ou tout du moins, tu as intérêt à avoir fait la formation, parce que sinon, tu pourras pas faire ta compta. Donc d'abord, tu es bienveillant, et après, tu fais ta compta. OK? Donc, c'est très formalisé. Donc, savoir, c'est avoir un comportement où on dit les choses vraies. C'est avoir du courage. Parce que quelquefois, c'est plus facile de rien dire que de dire les choses vraies. C'est de remercier un. C'est ce genre d'attitude. Donc, voilà, en fait. Et donc, ça a commencé, c'est les top-down. Donc, d'abord, c'est tous les associés qui ont signé la charte. Puis ensuite, après, c'était tous les collaborateurs. Attends, et je termine parce qu'en fait, c'est intéressant. Là, sur cette approche-là, la France était vraiment en amont. Moi, j'ai la vision 360 au niveau du réseau. Au niveau du réseau Grant Thornton, ça s'appelle le concept CARE. Et le concept CARE, donc faire attention, en fait, qui est finalement la meilleure traduction de la bienveillance, d'accord? C'est quelque chose qui fait partie des fondamentaux au niveau de la firme. Quand on fait une conférence internationale chez Grant Thornton, donc on a des gens qui viennent de tous les bureaux, d'abord, avant tout, quand on s'inscrit, on doit signer la charte CARE. Ça veut dire qu'on doit se respecter, on ne doit pas juger les gens, on doit laisser le temps de parole. C'est vraiment une façon de communiquer.
C'est ça, je pense que c'est quelque chose, et moi je travaille beaucoup avec les bureaux à l'étranger, en termes de valeurs, on a vraiment ces valeurs homogènes. Donc c'est agréable. Et les gens qui viennent pas du réseau, Ouais. quand ils découvrent ça, ils disent quoi? Ils disent, C'est des bisounours. Hein. Ouais, exactement. Parce que tu dis, tu fais une boîte qui arrive à 8 milliards, quasiment 300 millions. Tu sais, on pourrait avoir tendance à se dire, ouais, bah, en fait, non, c'est pas tout à fait vrai. Et donc, comment ils le prennent et comment ils arrivent à découvrir que, en fait, c'est vraiment la vérité, tu vois, mis à part signer les papiers. Déjà, il y a les moyens qu'on a mis autour de ça qui sont pas négligeables. Hein. Je veux dire, c'est un sujet qui est à la fois fait et aussi en cours. Parce que quelque part, bon, tu as fait les formations, c'est bien. Il faut l'incarner au quotidien. Moi-même, je me suis développé sur des sujets comme ça, tu vois, sur la façon de faire du feedback. Et ça continue. Et on essaye, on fait des efforts vers ça. Je pense que ça se voit. Enfin, j'espère que ça se voit. Parce que j'ai envie de te dire, on n'est pas dans la tête des collabs. Mais ça a été une impulsion du président. Ça a été porté par un comité. Il y avait des relais dans les régions. Tout le monde a été formé. Effectivement, tu n'as pas fait ta formation dans les temps, tu es relancé 2 fois, 3 fois. Paf, tu t'arrives le matin, tu n'as plus accès à rien parce que tu n'as pas fait ta formation. Donc, Tu dois intérioriser ta bienveillance. Tu dois pas sortir un gros mot là. Et dire, je dois me remettre en question. Pourquoi mon ordinateur a été coupé? Ouais. Mais il a fallu en plus aussi, parce que le mot bienveillance, comme tu peux un peu le galvauder, faire comprendre ce que ça voulait dire. Parce que la bienveillance, ça ne veut pas dire non plus le monde des bisounours. Oui, on est d'accord. Non, mais c'est important parce que je pense que des gens qui le regardaient un peu en diagonale, y compris chez nous, le mot bienveillance, quand tu leur dis... En fait, c'est séparer déjà la personne du sujet que tu es en train de traiter quand tu fais un feedback. Déjà, ne serait-ce que ça. Et sur le sujet, à un moment donné, quand même, on est une boîte, on a besoin de performance. Sans performance, tu rémunères pas les gens. Donc, quand tu fais un feedback là-dessus aussi, il y a la qualité, puis tu as aussi la rentabilité, qui n'est pas un gros mot quand on parle de bienveillance. Et ça, pour le coup, c'est un vrai sujet, parce que on est quand même... On pilote, tu vois, le chiffre d'affaires, la marge, etc. Et de dire, mais attendez, bienveillance, là, vous me parlez de marge. Bah oui, mais en fait, si. Il faut aussi gérer ça. Et donc ça a été un sujet de bien mettre les bons mots derrière et pas rentrer dans de la bienveillance qui serait un état d'esprit qui ne puisse pas être incarné dans une boîte qui veut être viable. Et donc, on a aujourd'hui trouvé, je pense, les gens comprennent ce que ça veut dire que la bienveillance. Ça ne veut pas dire je vais te dire que tout va bien, quoi. Ça veut dire, à un moment donné, je vais te dire les choses, je vais te les dire de manière factuelle, je vais t'écouter aussi. Mais c'est ensemble qu'on va en fait, c'est plus une façon de communiquer qui nous permet d'être plus efficaces ensemble. Parce qu'à la fin, ça produit plus de valeur que ce que nous, on a pu connaître dans nos modes de management. Moi, je repense. Ouais, justement, tu vois, c'est une question, Alexandre, qui me vient en tête. C'est que ça fait combien de temps, toi, tu es dans le groupe? 20? Moi, je suis arrivé en 2014, donc 10 ans. Ouais, 10 ans. Alors peut-être que c'était un peu différent. Peut-être que toi, par le passé, tu avais une autre histoire aussi. Le fait d'incarner et de mettre en place le care dans l'organisation, selon vous, qu'est-ce que ça apporte comme effet positif et bénéfique à la fois pour l'humain et son développement personnel, mais aussi sur la performance du coup de l'entreprise, tu vois? Peut-être que toi, tu as 2 versions aussi, tu as peut-être 2 histoires ou un historique. Ou peut-être tu peux apporter un feedback à ce sujet, tu vois? Déjà, dans le cadre de mon expérience à l'international, donc quand j'étais directeur financier, je travaillais avec un CFO. Le terme que maintenant je peux employer, c'était vraiment quelqu'un de très bienveillant, qui était à la fois exigeant et juste, excellent communicant et excellent autour de l'orientation du travail collectif, le travail d'équipe. C'était pas une réussite individuelle, c'était un travail collectif. La porte toujours ouverte, sentir les gens. Quand les gens, ça va pas, d'être capable de dire « Ok, viens me parler, on va discuter. » Et donc, en fait, moi, j'ai baigné dans un environnement comme ça pendant 8 ans. Donc, quand je suis revenu en France, ça faisait partie de mon ADN. Et la façon dans laquelle j'ai managé les équipes dès le départ, c'était avec cette façon de manager les équipes. Donc, à un moment, il faut sortir du théorique, il faut être très pratique, d'accord? Et il faut manager par l'exemple, d'accord? Donc, il ne faut pas juste dire « Ah, il faut faire ci ou faire ça ». Et non, il faut le faire, d'accord? Il ne faut pas le dire, il faut le faire.
OK, donc moi aussi, ma porte, elle est toujours ouverte. On est très occupé, mais les gens ils savent qu'ils peuvent me contacter. On va trouver toujours les 5, 10, 30 minutes. On va adapter en fonction des besoins. Et puis aussi, on va avoir des comportements où on veut les faire progresser. Par exemple, nous, dans nos équipes, on a beaucoup qui sont experts comptables stagiaires. Puis c'est toujours le défi de ah, écoute, mon mémoire, qu'est-ce que j'ai bien trouvé comme truc. Non, mais voilà quoi. Il y a les gens qui nous écoutent, là, il y a 50%, ils se disent ah, il va trouver mon mémoire. Et c'est jamais la plus grande partie de plaisir, quoi, tu vois. Oui, mais et en réalité, maintenant, bah, nous, ce qu'on fait, parce que moi, je le fais avec mes collabs qui sont dans la démarche de valider et de préparer leur truc. Je dis, bah, bien, on va s'asseoir, on va réfléchir. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce qu'il y a un thème en particulier? Puis je les accompagne. Ça va me prendre une demi-heure, ça va me prendre 1 heure. Puis c'est... Et en fait, c'est un accompagnement. Voilà, ils ne se sentent pas seuls. Et c'est un peu ça, le mindset. Ouais, je vois, mais c'est hyper clair. Si je reviens, moi, sur mon expérience aussi, je pense qu'on a... C'est même pas une génération, c'est plus presque par 5-10 ans d'écart. Mais ce qui change beaucoup, je trouve, c'est la capacité de travailler ensemble. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, quand j'ai démarré avant chez Grant Thornton, et le fait de remonter un point vers la hiérarchie, avant d'être entendu et de pouvoir avoir un impact sur ton quotidien, c'était pas forcément si facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les collabs, naturellement, ils vont te dire tiens, en fait, pourquoi on fait pas comme ci, on fait pas comme ça. Et nous, on a je pense déjà plus la culture que nos aînés de le faire naturellement, mais en plus, ce genre de concept, de cadre en fait que tu mets à l'échelle d'une organisation, ça permet ça. Moi, ce que je perçois et depuis quelques années, c'est la capacité à casser un petit peu la verticalité, à la fois dans la hiérarchie au sein d'une équipe, mais aussi même entre les périmètres, chez nous, entre les métiers, où finalement, on a une info qui est beaucoup plus fluide et on est plus enclin à se remettre en question sans se remettre en question soi-même. C'est-à-dire que il y avait peut-être à l'époque l'idée que ton boss, il devait être plus intelligent que toi sur tout, quoi. Là, aujourd'hui, moi, j'ai des collègues qui sont plus intelligents que moi sur plein de sujets. Ils m'apprennent des trucs. Je grandis aussi par mes collabs. Alors, j'ai la prétention d'avoir espéré faire grandir aussi mes managers quand j'étais plus jeune, mais pas dans la même mesure aujourd'hui que j'ai l'impression que mes collabs me font grandir. Et je pense que ça passe par la culture de la bienveillance, parce que eux se sentent aussi à l'aise pour venir te dire bah non, attends, ça je comprends pas. Pourquoi on change pas? Ça me paraît bizarre ton truc. Puis ils te proposent un truc auquel tu n'avais pas forcément soit pensé, soit des fois tu leur dis quand même bah oui, il y a une raison pour laquelle on fait comme ça. Mais au moins il y a cet échange et donc ça crée de la valeur. Ça crée de la valeur pour tout le monde. Hyper clair. J'aimerais qu'on aborde, avant de parler de data, de RSE, d'IA, un sujet qui est à mon avis important. Ta lecture de ce qui se passe à l'étranger sur la facture électronique, c'est quoi les feedbacks des marchés, par exemple, on en parlait juste avant d'appuyer sur on, de ce qui se passe au Brésil ou en Italie. Ils ont mis la facture électronique. Est-ce que ça a changé drastiquement l'économie? Qu'est-ce que ça a apporté concrètement aux entrepreneurs et aux entreprises, à ceux qui font de la tenue comptable? Est-ce que c'était un problème ou au contraire, c'était plutôt une opportunité? Alors, au départ, c'est toujours un défi, parce qu'en fait, il y a toujours la phase de mise en place. Puis ce genre de projet, c'est des projets d'envergure parce que ça va impliquer une nation, un pays. Donc en fait, les pays sur lesquels moi je l'ai suivi, alors de te donner l'exemple par exemple du Brésil. Donc moi, quand je travaille avec le Brésil, la facturation électronique, elle est là depuis la nuit des temps. En fait, tu as un portail d'État qui fait que toutes les factures passent directement là-dedans. Donc en fait, c'est centralisé, hein. C'est extrêmement bien rodé. C'est très complexe. L'environnement brésilien est extrêmement complexe. On pense qu'en France, c'est compliqué, hein. Faire un stage au Brésil pour se rendre compte que c'est un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau. Donc, quand c'est mis en place, bah, bien sûr, ça permet de réguler la qualité de l'information, ça permet d'avoir de l'information qui est harmonisée, d'aller plus vite. Donc, il y a des avantages. Par contre, du fait de cette complexité qui est vraiment liée au Brésil, bah, il y a quand même une certaine lourdeur. Donc ça, voilà, ça c'est un petit peu les pros and cons. Au niveau de l'Italie, c'est à peu près la même chose aussi. C'est moins compliqué que ce qu'on peut retrouver au Brésil, mais néanmoins, après, bah, ils sont passés dessus, puis après, voilà, quoi, c'est un processus qui roule. Ils vont passer en Allemagne bientôt au niveau de la facturation électronique. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui se sont déjà préparés en amont. Et c'est bien, c'est des logiciels français, en l'occurrence, qui sont capables de les accompagner là-dessus.
Donc, le volet technologique est vraiment très, très, très fort. Et donc voilà, alors, chaque environnement est quand même différent, mais néanmoins, au final, bah, ça permet de fluidifier l'information. C'est à peu près. Ok. Et toi, vision facture électronique française, c'est quoi, toi, à ton avis, le monde de demain après la mise en place de ça et que ça marche? Déjà, en 2 temps, c'est juste ce qu'on a vécu sur la facturation électronique, où pour le coup, comparé à des pays comme l'Italie qui l'ont mis en place, je sais pas, en 18 ou 24 mois, enfin, c'était super rapide. Euh, Nous, on a quand même un sujet. Moi, je me suis vu devant des clients faire des réunions avec la DGFIP en disant c'est le 1er juillet 2024, ça ne sera pas décalé. Et bon, là, on est sur septembre 2026. Donc, tout ce que je te dis, c'est ce qu'on disait. Ce que je vais te dire, c'est ce qu'on disait déjà à l'époque. Mais on aurait dû être en plein dedans, là, au moment où on se parle. Bon, ça arrivera, il n'y a pas de doute. Mais quand même, je tiens à noter la différence entre, tu vois, des pays comme l'Italie, où ils y sont allés un peu violemment, hein, ça allait super vite. Il y a eu quand même des sujets. Nous, notre copain italien, Gab, qui est un référent aussi international qui est en Italie, me disait qu'ils ont dû eux-mêmes proposer à leurs clients des logiciels parce que il y avait ils ont bossé avec des éditeurs pour être prêts pour leurs clients tellement ça allait vite et qu'il n'y avait pas de solution sur la place pour avancer, tu vois. Donc, ils y sont allés sur un truc beaucoup plus simple. Nous, en France, on a fait, je sais pas combien, 38K de schémas, de machin. À la fin, on a décalé. Là, on a fini par annoncer que le PPF, finalement, plus besoin. Enfin bon. Donc, juste pour revenir sur le passé, quand même, qui est un sujet de la France. Alors, je sais pas comment c'est au Brésil. Du coup, là, tu Non, m'as vendu, Le c'est Brésil, encore plus ouais, c'est compliqué. pas si compliqué. Je me dis déjà, franchement, C'est ce que tu vois, ce que ouais. tu décris là. Donc, on est en France, donc on a un environnement réglementaire. Mais je pense que c'est vraiment très français de rendre les choses complexes. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, nous, on aime bien. Ça, c'est à la fois culturel et à la fois dans l'éducation, d'être extrêmement granulaire, d'aller voir vraiment le micro-scénario. euh, et, euh, et ça peut faire le lien aussi avec la gestion de projet. En fait, donc généralement, bah, dans la gestion de projet, soit on approche agile, puis on commence le projet, puis on voit, on fait des bugs, on fixe les bugs, puis on continue, ou bien on approche où on a tout validé de A à Z et on s'est assuré qu'il n'y aura aucun bug. Et nous, ça, c'est l'option 2 en France. Sauf qu'on n'y arrive jamais au Z. tu m'étonnes. On finira par y arriver. Mais à quel coût? Enfin, voilà. Moi, c'est un truc, mais vraiment, j'ai un peu honte, hein. Je te dis, j'organise des événements sur Nice sur le sujet, des boîtes qui venaient, on se préparait sur le truc, et puis d'un coup, paf. Et ça s'est fait, je crois qu'on a eu un événement, c'était tout début juillet 2023, un truc comme ça. Et on a quelqu'un qui nous dit, je vous dis, hein, ça ne sera pas décalé. Puis 3 semaines après, on prend 3 ans dans la vue. Bon, je mets ça de côté. Maintenant, où est-ce qu'on va? Ça va être une révolution. On revient au sujet tout à l'heure où on se disait, il y a le sujet de la profession, puis après, il y a le sujet grande tortote. Bon. Sur la profession, clairement, la partie tenue, facturation électronique, plus de saisie, plus de la partie rapprochement bancaire quasiment faite, hein, parce que du coup, tu as le statut dans la facturation électronique. Alors ça, juste une petite couche, parce que je ne sais pas dans l'audience à quel point c'est connu le sujet, hein, mais facturation électronique, c'est pas un PDF. Non, mais je dis ça parce qu'il y a encore des gens hein, qui. Facturation électronique, ah bah, j'y suis déjà, hein, j'ai envoyé ma facture en dématérialisé. Non. Donc là, flux normalisé de facture, c'est à la fois un PDF parce que c'est pour que ça soit visible à l'œil nu, mais c'est surtout derrière des formats FactureX ou autres, mais des formats normalisés qui font que tu as non seulement tout le détail quasiment de ton écriture comptable qui est là, hein, tu as juste le compte où il faut l'affecter qui va être très rapidement, notamment par l'IA, automatisé. Mais après, tu as aussi le statut de la facture, de savoir est-ce qu'elle est acceptée, pas acceptée, est-ce qu'elle est payée, partiellement payée. Donc ça, c'est aussi un gros boulot que tu fais d'habitude en expertise, en tenue, qui est fait par les parties, et en plus avec la réconciliation. C'est-à-dire que tu as l'information des deux parties qui sont d'accord pour dire que c'est payé. Tu vois, donc, tu as un ensemble de choses qui étaient faites avant manuellement qui seront plus faites. Et puis, tu as même un niveau de sécurisation. Donc là, je pense aussi à l'audit,
Quand tu as deux parties qui sont d'accord pour dire qu'un truc il est payé, ton contrôle en tant qu'auditeur il est fait, quoi. Donc ça va quand même beaucoup changer les choses d'un point de vue de nos métiers. Mais ça va apporter aussi pas mal d'opportunités parce que cette data qui va être collectée, faut savoir qu'un flux de facture c'est pas que un montant, une date et un tiers. C'est aussi le contenu de ce qui est dans la facture, le contenu de ce qui a été acheté. C'est des prix unitaires d'articles. Tout ça, c'est de la data qui, avant, pour la collecter, tu étais obligé de passer par des systèmes métiers autres. Alors que là, tu as un système qui est quand même un système vachement plus carré, qui est le système comptable, finance, bancaire, quoi, qui, lui, va te donner toutes ces informations des flux métiers dans ce volet hyper fiable. Donc déjà, mais il va falloir quand même vérifier que tout ça, c'est en phase avec ton volet métier. Donc imaginez déjà que tu vas prendre juste ton système de facture actuel, tu vas brancher le système de facturation électronique et tu vas pas changer le reste. C'est pas la bonne approche. Ou déjà, ça va te coûter cher et tu vas pas en tirer grand-chose en tant qu'entreprise, là je parle. 2, tu vas avoir des problèmes parce que tu auras des problèmes de réconciliation. Et donc le vrai sujet, c'est comment je prends ce nouveau monde où j'ai cette data et j'ai ces échanges et je l'intègre dans mon schéma de directeur informatique pour être capable d'utiliser et de capter de la valeur avec cette data, avec ce nouveau mode de fonctionnement, pour produire plus vite mes comptes, bien évidemment, pour gagner du temps, être dans l'analyse et moins dans la recherche d'éléments manquants. C'est le terme qu'on va beaucoup moins utiliser. Donc ça, pour le comptable, mais même pour le comptable interne à une boîte. Donc, dans une direction financière. Tu vois les gens qui gèrent la compta fournisseur aujourd'hui, la compta tiers, la compta client, ça fait du monde. Donc, ces gens-là, c'est des gens qu'il va falloir accompagner pour les mettre sur du contrôle, pour les mettre sur du process, et aussi utiliser cette data dans d'autres aspects du pilotage de la performance de la boîte. Et donc, être capable cette fois en temps réel, parce qu'à l'époque, ces données-là n'étaient pas en temps réel, il fallait les collecter. Là, en temps réel, tu vas être capable d'avoir des tableaux de bord super fiables sur de la donnée métier et qui t'arrive par la comptabilité. Ce qui change le sens presque, tu vois, de l'accès à la donnée. Où avant, tu partais du métier pour aller vers la compta. Là, dans la compta, tu auras des données métiers plus fiables que les données métiers. Parce que les données métiers, ça sera un bon de commande. Alors que là, tu auras la facture qui, historiquement, est quand même plus fiable. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même un changement de paradigme qui n'est pas encore abordé. Et là où j'en veux un petit peu au système dans son ensemble, dont on fait partie nous aussi, c'est que les entreprises étaient en train de se lancer là-dessus. Là, il y a eu un petit coup de frein quand même. Donc, on va certainement repartir. Mais tu vois, on dit 2026. Mais en fait, c'est septembre 2026. Et je crois que c'était avec 3 mois déjà prévus dans la loi de décalage. Donc, en fait, on est sur 2027, fin décembre 2026. Donc, ça va repartir. Mais pour l'instant, stand-by. Mais ça va changer énormément les choses. Exploiter la data, hyper intéressant. Toi qui as accompagné des boîtes du Next 40, je pense, ou en tout cas dans ton portefeuille de clients, en quoi piloter la data, c'est extrêmement important et c'est extrêmement sérieux à prendre comme sujet pour une entreprise. Parce qu'à petite échelle, bon, peut-être c'est pas très parfois significatif, mais à grande échelle, quels peuvent être les impacts? Parce que on parle de data, c'est cool, l'exploiter, mais pour en faire quoi? Et donc, c'est quoi finalement le résultat attendu qu'on peut avoir avec une exploitation de data? Et donc, tu aurais un cas d'usage, par exemple, à nous apporter. Oui. Donc, en fait, on parle de pilotage. Donc, en fait, plus la data est obtenue rapidement de manière qualitative, plus on est capable d'évaluer les actions business qui ont été mises en place. Alors, ça veut dire que quand on parle de data, on parle que de data financière, les chiffres, non, pas les coûts. nécessairement. Ok. Et en fait, quand on est sur du dashboarding ou du KPI, sur le monitoring d'activité, donc on sort du cadre purement comptabilité, on va intégrer le volet FP&A, contrôle de gestion, puis aussi d'autres types de sources d'informations. Et tout ça, en fait, c'est pour s'assurer que les choix stratégiques livrent. Et donc, comment on est capable de s'en assurer, c'est justement avec ces tableaux de revue, de tableaux de dashboarding. Et cette stratégie, en fait, elle est mise en place par la direction de l'entreprise. Puis quand tu parles des gros joueurs du FT120, Fast 40,
derrière, il y a des investisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont là et ils veulent vraiment que les prédictions, elles se réalisent. Donc, c'est comme ça qu'on s'assure que, que la valeur ajoutée de la data dans le monitoring de la compagnie. Est-ce que, par exemple, tu aurais un exemple à donner sur une analyse de la data ou un KPIs qui a été mis en valeur ou en lumière? Peut-être quelque chose qu'on n'avait pas connaissance par le passé, mais on a mis en place des tableaux de bord qui, en fait, en voyant le résultat, on s'est dit, mais purée, mais voilà ce qu'on doit changer et comment ça a pu faire progresser une entreprise, par exemple. Plutôt par rapport au volet purement business, quelquefois tu te dis, bah voilà, je vais m'orienter sur certaines quantités de ventes à tel prix, puis en réalité, bah, tu fais tes prix moyens. En réalité, tu pensais que tu allais vendre à tel prix moyen, mais non, tu as vendu à un autre prix moyen. Donc, les conséquences, c'est que ta marge, elle va pas être là au rendez-vous. Donc, tu dis, OK, mais je m'attendais à ce niveau de marge. Donc, non, pourquoi j'ai un prix si bas? Ah, parce que le mix est ainsi fait que j'ai vendu des produits à plus faible marge versus des produits à plus grosse marge. Ah, très bien. D'accord. Donc là, maintenant, il faut que je refasse l'emphase sur cette typologie de produits. OK, là, je vais dégager ma marge. Donc, c'est rapidement en lien avec le FP&A. Vraiment, 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 vraiment. Le volet purement financier, ça va être sur du haut de bilan, ça va être sur la notion d'emprunt, d'intérêt, de cash flow aussi, hein. Mais sur le monitoring du business, rapidement, il y a le FP&A qui est là. Alexandre, ouais, vas-y. Ouais, non, mais direct pour compléter, parce que déjà au début, tu as dit un truc, tu as dit c'est plus important pour les grosses entreprises. Et je me suis dit, mais en fait, non, en fait. Enfin, je pense que toi, dans ton business et tout le monde, tu as besoin de piloter avec de la data. Le truc, c'est est-ce que tu l'as, tu l'as pas. Donc, la TPE, pendant des années, elle pilotait avec son compte en banque, mais pas parce qu'elle s'est dit c'est le meilleur outil de pilotage. C'est parce qu'elle n'avait pas d'autres outils de pilotage. Elle avait pas un endroit où elle avait de la data exposée pour lui dire. Et donc, je pense que le boulot que tout le monde a dans la chaîne de valeur, et l'expert comptable en particulier, c'est d'exposer la bonne data aux dirigeants pour qu'ils pilotent mieux sa boîte. Donc, effectivement, le cash, bah non, le cash, il faut piloter le cash, mais c'est pas en regardant le cash que tu sais vraiment si tu es dans la bonne direction ou pas, parce que tu peux vraiment te louper. C'est-à-dire, tu peux avoir le cash qui augmente et ton résultat qui baisse. Attends, je t'arrête en 2 petites secondes. Ouais, vas-y. Puis le cash aussi, c'est une approche vraiment qui est différente. C'est-à-dire que la présentation des états financiers en France, le cash, c'est tout en bas. D'accord? OK? On regarde les trucs qui sont intangibles, les immobilisations, des trucs qui vont jamais bouger. Et puis après, on dit, ah, et puis finalement, c'est ça le cash. Mais ça, c'est pas comme ça ailleurs, là. D'ailleurs, en Amérique du Nord, d'abord, c'est le cash. Puis après, tu descends sur des trucs qui sont long terme. Et, et un élément aussi qui est hyper important, quand est-ce qu'on fait des tableaux de cash flow? En fait, ça fait même pas partie des requis pour des comptes annuels statutaires. On est vraiment sur des comptes annuels consolidés. Alors moi, quand j'étais en Amérique du Nord, enfin, c'est évident, quoi. Il y avait bilan, compte de résultat, cash flow et notes. Donc, déjà, acquérir... Alors, et c'est là où, quelquefois, bon, on dévie, hein, mais l'approche réglementaire versus l'approche business... Qu'est-ce qu'on recherche? Et donc, ça revient aussi à la logique de se dire, finalement, quand tu es un entrepreneur, bah, au départ, tu es dans une approche business, donc tu vas utiliser la data, tout ça, pour pouvoir piloter ton entreprise, donc vraiment une dynamique business. Puis, éventuellement, il y a de la conformité. Ah, d'accord, ok, je vais faire des comptes annuels pour des raisons de conformité. Je vais faire tous mes états fiscaux, parce que là, il faut que je paye des impôts. Mais ça ne devient pas l'objectif numéro 1. Ça devient, voilà, la mise en conformité. Non, mais tu touches un point, je rebondis, mais je reviendrai sur ce que j'allais développer. Mais tu vois, le TFT, donc le tableau de flux de trésorerie, ça, c'est un truc qu'on a mis en place. Parce que quand je disais tout à l'heure, on est passé d'un reporting mensuel à trimestriel. En fait, le mensuel, justement, n'apportait pas cette vision cash, qu'on n'avait pas le temps, à J+5, d'avoir toute la vision cash du mois précédent. Et donc, on avait des reportings qui étaient purement comptables, mais qu'ils n'arrivaient pas à faire le lien avec le compte en banque. On est passé sur du trimestriel, où là, trimestriellement, on leur dit, voilà, donc dans le projet en question, on leur dit, voilà, en fait, tu avais ça en trésorerie en début du trimestre, là, tu as ça, mais en fait, tu as tant qui vient en variation par rapport à ton activité, et le reste, bah, ça, c'est du BFR, tu as payé plus vite ou moins vite tes fournisseurs ou tes clients, ça, c'est du compte courant que tu as pris ou que tu as mis, ça, c'est du remboursement de crédit, et donc, en fait, même si tu as une variation de plus 100 000,
mais peut-être que ton activité, elle a fait plus que 5 000 seulement et le reste, c'est du BFR. Donc ça, là, tu rentres dans la dimension conseil où le client, le dirigeant, ne pensait pas pouvoir avoir ce niveau d'information. Donc dès que tu lui mets la bonne data, là, il commence à être intéressé, dire ah ouais, alors ça m'intéresse de l'avoir. Et s'il ne sait pas qu'il va l'avoir, quand il vient te voir pour faire de la compta au démarrage, bah, il te compare déjà à des confrères qui sont que sur de la compta. Tu as du mal à lui expliquer que tu peux lui livrer ça. Et donc, je reviens maintenant sur tu parlais donc de la data à piloter. Moi, je pense que... moi, j'ai des exemples. En fait, piloter la data, c'est bien. Il faut piloter la bonne data. Et d'ailleurs, gros sujet, pareil, pas mal d'exemples. Tu pilotes la mauvaise data dans une boîte et donc tu as des mauvais résultats parce que tu as piloté la mauvaise data. C'est-à-dire que tu n'avais pas la bonne data. Tu t'es mis à piloter une data qui n'était pas... Je prends un exemple très connu sur la place, mais qui date... tu avais des commerciaux qui pilotaient, par exemple, qui vendaient des produits d'assurance, par exemple, et qui pilotaient à la cotisation, c'est-à-dire au chiffre d'affaires du produit vendu. Et leur com était basé sur un pourcentage du chiffre d'affaires vendu. Bon, la boîte que je cite, alors elle existe encore, mais ils vendaient des produits à perte. Parce qu'ils n'avaient pas le KPIs de la marge des produits qu'ils vendaient. Donc, tu te mets à piloter la mauvaise data, tu mets en péril ton business, en fait. Tu vois, deuxième sujet, tu ne connais pas ton coût réel analytique. Donc, tu as l'impression que tu as une marge, mais en fait, tu ne sais pas les produits, comment ils contribuent à cette marge. Tu as 3 produits, tu as un truc global, et tu ne sais pas qu'en fait, tu as ce produit-là qui fait 90% de ta marge, tu en as un autre qui en fait 20%, et tu en as un autre qui fait moins 10 en fait de ta marge. Tu vois, donc c'est comme ça que tu arrives à ton 100. Ça peut être complètement invisible et tu peux te tromper parce qu'en fait, tu pilotes ta marge en te trompant sur l'analytique des coûts. Et donc, tu crois que ce produit-là, en fait, il te fait de la marge, alors qu'en fait, il te coûte de l'argent. Donc, déjà, il y a un vrai sujet de pilotage de base. Mais sauf que je rajoute un peu à ça encore, c'est que ça, c'est du financier pur. Là, maintenant, il y a des obligations de reporting qui arrivent sur l'extra-financier. Et d'ailleurs, c'est un projet qui avait mené Adam, d'ailleurs, que tu avais vu dans ton podcast, de dire, OK, je vais analyser la marge d'un point de vue financier, mais je vais aussi regarder est-ce que c'est une marge verte ou pas. Et je vais commencer à me poser des questions. Est-ce que durablement ce produit, est-ce que c'est un produit qui a de l'avenir? Parce que, un, il m'amène de l'argent, et deux, c'est un produit vert, et donc qui ne va pas demain être taxé ou qui va être finançable, etc. Ou si c'est un produit qui me génère beaucoup de marge, mais qui est un produit qui a peu d'avenir d'un point de vue de là où on va sur la RSE, dans ces cas-là, il faut que je shift mon modèle. Donc tout ça, c'est de la data. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut être capable d'extraire de tes différents systèmes pour mieux piloter ta boîte. Et je rajoute la data RH. Tu vois, tu as toutes ces datas-là qu'il faut être capable d'exposer. Et un dernier point par rapport à notre métier, c'est qu'en fait, on a toujours eu un métier de data. Notre métier d'expertise comptable, c'est quoi à la base? C'est tu aides le client à collecter de la data, tu la fiabilises, tu la contrôles et tu la restitues. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de verbes. C'est pas juste... En fait, il faut s'assurer qu'il la stocke comme il faut, la data. Il faut t'assurer qu'elle est sécurisée d'un point de vue cybersécurité, qui est un enjeu majeur pour les entreprises. Il faut que tu rajoutes de l'analyse. Tu n'es pas juste dans le contrôle. Enfin, pardon, je mets le contrôle d'abord, parce que c'est analyse avant d'avoir contrôlé, ça ne marche pas. Donc, tu contrôles, tu analyses. Et là, tu rajoutes du tableau de bord, de l'analyse, etc. Tu restitues, mais tu ne restitues pas dans des plaquettes de compte à l'ancienne. Tu restitues avec des outils de business intelligence. Tu fais du tableau de bord, tu fais des tableaux de flux de trésorerie qui ne sont pas réglementairement obligatoires pour des comptes. Donc, tu commences à te mettre dans la restitution. Et ça, c'est comme ça que tu arrives à apporter cette dimension conseil en rajoutant finalement une gamme autour de la data. Et en plus de la data financière, tu commences à faire la même chose maintenant sur les data extra-financières. Et donc, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire qu'un expert comptable, c'est un peu un expert de la data, en fait. Ouais, mais du coup, tu vois, comment on va réussir aussi à sensibiliser des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas forcément cette culture business? Parce qu'en fait, pour aller choisir la bonne data, ça demande aussi une intelligence de comprendre le business. Quelles sont les typologies de profils, justement, qui peuvent s'adapter dans ce monde-là? Moi, c'est un monde que je défends et c'est un monde que j'adore. Je vois bien. Moi, j'ai pris un cabinet d'expertise comptable. À un moment donné, j'ai vu que
sur la partie de l'analyse de la data et sur l'accompagnement business qui peut me faire en lien avec mon secteur d'activité, bah, du coup, il était limité. Je suis obligé de prendre un CFO part-time, justement, qui a cette compétence-là. Et donc, j'ai à la fois un business partner financier et puis un producteur de comptabilité qui me le fait très bien, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'ai eu besoin de ça. Donc, je vois bien la pertinence du truc, tu vois. Parce que ça change le game. Et tu as raison, quelle que soit la taille, que ce soit 300 millions ou 1 million ou 2, c'est toujours utile parce que quand tu vas prendre une décision, bah, tu la prends en connaissance de cause. C'est quoi la composition d'un bureau pour justement atteindre ces objectifs? Compliance, contrôle, analyse, recommandation, tu vois, pour qu'on puisse aussi, pourquoi pas, donner aussi envie aux gens de rejoindre Grant Thornton pour savoir aussi comment ils peuvent s'immiscer dans un bureau comme le tien ou alors dans un service comme le tien. Ouais. Alors, donc déjà, comme tu te dis, en fait, 2700 personnes, c'est beaucoup de lignes de service. Parce qu'en fait, on a une approche 360 en fonction des attentes qui sont variées de nos clients. Donc, on est capable quand même de donner un niveau de service extrêmement large. C'est-à-dire que dès que la personne elle rentre quelque part, de toute façon, elle peut être servie sur plein de sujets différents. Exactement. Et la façon dont on est structuré fait que on a nous les associés, on a une bonne connaissance des offres disponibles, des porteurs d'offres, quels sont les autres associés qui vont travailler sur ces offres spécifiques, et chacun a son niveau d'expérience et d'expertise. Donc, on est vraiment une bonne porte d'entrée en fonction des différents besoins. Okay. Voilà. Si on revient plus sur les qualités par rapport aux gens qui vont travailler, alors moi je peux plutôt parler de mon service parce que c'est vrai qu'on a battu une équipe qui n'existait pas quand j'ai rejoint GT. Moi, mon objectif, c'était d'aller chercher justement des gens qui étaient... Ah donc, il y a 7 ans, il n'y avait pas ces 100 personnes qui bossent... Si, il y avait... Alors, si. Il y avait ce département-là. Okay. On était plus petits. Hein. On était à peu près une quarantaine de personnes. Ah, okay, d'accord. Ouais. Mais bon, voilà, on a travaillé fort. Et donc, il y a 2 volets. Il y a le volet accompagnement de sociétés étrangères en France. Hein. Donc, ça, c'était vraiment la partie historique. Puisqu'on a vraiment développé fortement, c'est l'accompagnement de sociétés françaises dans leur développement international. Et donc là, on travaille en synergie avec les membres du réseau, donc les 145 firmes. Et il fallait qu'il y ait un pilote dans l'avion. Et il y a beaucoup de firmes qui sont allées chercher des pilotes qui avaient un background comptable, des gens qui comprenaient la comptabilité. Et ça peut être notre choix. Alors là, on s'est dit non. En fait, on ne veut pas que ça soit des comptables qui parlent avec des entrepreneurs français qui, eux, ont vraiment besoin de gens polyvalents, qui soient à leur écoute. Et on est allé chercher des gens qui avaient une formation généraliste, mais surtout qui avaient un background international. Okay. Donc là, on a à peu près 10 nationalités différentes dans notre département, 15 langues parlées. Donc ça, là, en tout cas, la variété des profils, elle crée aussi, à mon avis, genre une émulation de dingue, en fait. Bien sûr. Et en fait, il y a une vraie curiosité. Il y a aussi, je reviens par rapport au côté humble, les gens sont à l'écoute. On n'arrive pas en mode, OK, on a la vérité. Non, toi, tu viens avec ton expérience, ton pays, la façon qu'elle t'a géré les choses. OK, maintenant, une autre personne. Et étant donné que nos interlocuteurs, ils sont répartis à travers la planète, ça aide. C'est vraiment, vraiment facilitant. Et il y a aussi le dernier truc, c'est pourquoi on ne voulait pas des gens qui avaient un profil comptable? Parce que la personne qui a un profil comptable, il a déjà son cadre de réflexion. Alors que quelqu'un qui n'a pas ce profil-là, qui est plus business, qui est plus généraliste, qui est plus... Moi, j'ai des gens dans mon équipe qui ont des backgrounds de relations affaires internationales. Ouais. Ok, donc tout est possible en fait. Tout est possible. Après, plus la taille est importante, et là, tu as une équipe de 100 personnes, et en plus, au sein d'un bureau qui fait combien à Paris? Enfin, je veux dire, t'as pas que les 250 personnes. Donc, maintenant, sur les 250 personnes, il y a 100 personnes qui font partie du département international. Là, tu parles de l'EC ou tu parles de tout GT Paris? Non, EC. Voilà, c'est ça. En plus, tu as les autres métiers. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que tu es au milieu t'es dans un bâtiment où tu as, j'ai pas le chiffre, je vais pas dire des conneries, mais je sais pas s'il n'y a pas 1000 personnes. Quoi, après, 1200 personnes, je pense. Peut-être, voilà. Désolé, j'ai pas le chiffre, mais donc tu as cette capacité si tu as quelqu'un qui a une compétence, une appétence et que ça se sait, tu as cette capacité. Aller chercher le feedback. Et pourquoi je dis ça? Parce que je me projette là et je me dis, mais moi, j'ai pas cette capacité à Nice, tu vois. À Nice, je l'ai au niveau des associés.
C'est-à-dire que moi, je ne suis pas l'expert de tout. Je suis le directeur du bureau, j'ai une associée, j'ai un directeur. Déjà, j'essaye déjà qu'on bosse ensemble sur nos compétences personnelles. Mais quand c'est un sujet, tu vois, j'ai un expert association nationale, et ben, comme on est des globetrotters avec Jérôme, bah, je préfère bosser avec un mec qui est un expert en association, qui fait ça, lui, une très grosse partie de son temps, pour le faire intervenir sur des dossiers avec moi sur Nice, plutôt que m'amuser à m'improviser sur un truc où j'ai un background, hein, je pense que... Mais lui, il apporte autre chose, parce il a cette expérience opérationnelle de comprendre de manière profonde les fonctionnements, et donc il apporte cette valeur toi-même tu dis, à mon niveau, ça m'a aidé. Ben, c'est ça qu'on essaye de faire. Donc ça, je le fais bien avec les associés. Tu vois, je fais un sujet international, j'appelle Jérôme. J'ai des sujets sur le social. Clairement, on a aujourd'hui une organisation nationale sur le social qui me permet d'avoir les bonnes personnes sur le social. Et c'est valable sur quasiment toutes nos offres de services. Et il a raison, Jérôme, on se connaît plutôt bien. Donc on est capable d'aller chercher. Sur des managers, là, ça se fait dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une portefeuille client qui est ce qu'il est. Mais tu peux dire, OK, alors toi, attends, tu as une expérience dans la grande distribution, ben viens, on va essayer de développer ça ensemble, parce que pour l'instant, on n'a qu'un dossier, mais comme tu as cette compétence, ben on va investir pour aller... parce que c'est vrai que ça demande du temps d'aller... tu vois, si tu as... Je prends l'exemple de ton expert comptable que je ne connais pas, et du coup, c'est plus facile pour moi d'en parler parce que je ne le connais pas. Mais s'il a un client seulement dans ce secteur, bah, aller s'investir pour aller comprendre avec toi exactement c'est quoi tes problématiques, c'est quoi tes enjeux, comment ça fonctionne, ça va lui prendre du temps. Il va le faire, parce que ça fait partie de son boulot, mais il va le faire dans une profondeur et dans un investissement temps qui ne sera pas le même que s'il a 2, 3, 4, 10 clients du même secteur. Donc déjà, quand tu as un portefeuille où tu as des prismes sectoriels, bah, ça te donne des opportunités. Donc clairement, on a par exemple un portefeuille dans l'immobilier où quand j'allais recruter quelqu'un, je disais clairement, tu vas travailler sur ce portefeuille. Donc là, quelqu'un qui a une expérience immobilière va forcément être intéressé ou qui a une appétence particulière. Parfois, ça se fait dans le temps. C'est-à-dire que là, tu n'as pas forcément un gros volume, tu as une appétence, et là, tu dis, bah, OK, bah, on va bosser ensemble là-dessus parce que tu as une expérience dans les pharmacies. Très bien, on va bosser là-dessus. Mais c'est moins flexible et c'est moins rapide en région parce que tu as moins la taille et tu as moins le portefeuille client pour intéresser tout le monde. Donc, Alors, mais... attends, moi, je vais Ouais, rajouter vas-y, un truc. Là, c'est la façon sur laquelle on est organisé au sein de notre firme française. À l'international, les firmes qui sont assez avancées, elles ont maintenant des organisations nationales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des bureaux qui existent, mais c'est plus des bureaux qui sont des business units. C'est des bureaux dans lesquels il va y avoir des talents qui vont être là, mais ils vont travailler avec des équipes qui sont réparties sur tout le territoire. Donc en fait, mais c'est aussi parce que le client est assez mature pour ne pas avoir comme attente à ce qu'on vienne se voir tous les mercredis pour prendre le café ensemble. Ouais. D'accord ? Et donc, en fait, c'est complètement délocalisé et des équipes vont travailler ensemble. Ils sont des experts métiers répartis sur tout le territoire. Donc, à la fois, les gens sont répartis sur tout le territoire, mais les métiers aussi, c'est un métier national. La semaine dernière, j'étais avec mes homologues allemands. Donc, nous, dans notre métier, l'international, on trouvait que c'était plus efficace. On est tous centralisés au bureau de Neuilly-sur-Seine. Eux, ils sont éparpillés sur minimum 4 bureaux. Je leur dis, mais c'est quoi la fréquence à laquelle vous voyez ? Ah, on se voit à peu près une fois par trimestre. Ah, ok, très bien. Ils se voient une fois par trimestre. Ouais, ça change. Ça. 100% du temps, c'est soit ils vont travailler au bureau en Allemagne parce que voilà, ils sont les bienvenus, ou ils travaillent de chez eux. Ok. Ça, c'est un gros changement. Moi, tu vois, ça là-dessus, effectivement, il y a une différence de maturité entre les pays. On va certainement y aller. Hein. Je pense que s'ils y sont allés, on va certainement y aller. Mais moi, je pense que ouais. chaque situation est différente. Ok. Il y a des lignes de service qui s'y prêtent plus que d'autres. Parce qu'il faut toujours être dans une dynamique, mais qu'est-ce qu'attend mon client ? Si mon client, il s'attend à ce qu'on soit présent et qu'on le voit, ça ne marche pas, cette organisation. Ouais, c'est clair. Toi, là, tes clients, ils veulent te voir un moment, ils veulent prendre le café avec toi, ce qui est normal, ils veulent échanger. Puis il y en a, ils se disent, moi, un Teams, ça me suffit. On va se voir à la fin de la mission, ok, ça va être suffisant. Par contre, je sais que sur le Teams, il va aller me chercher le super duper de chaque expertise. Ouais, là, ça. Ouais.
Ça m'a fait réfléchir son propos, parce que je suis en train de me dire que c'est aussi lié à notre organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un management, il a dit, de business unit, qui fait que moi, je vais d'abord chercher à occuper mes équipes avec le business local, avant de dire, OK, là, j'avais pas de quoi l'occuper. Donc là, je vais dire, tiens, au fait, il y a quelqu'un qui a un besoin et il a une compétence spécifique. Je vais donc penser à toi parce qu'il a une compétence spécifique. On a travaillé déjà comme ça. Par exemple, tout ce qui est consolidation, on a des trucs comme ça qui sont transverses, payroll, on a aussi des choses qui sont transverses. On le fait quand justement, il y a un sujet d'occupation. Là, ce que tu es en train de dire, et ça peut être intéressant, tu vois, c'est qu'en réalité, tu peux arriver demain dans un monde où, certes, tu as l'expert comptable qui lui est en local, territorialement, mais il va pouvoir s'appuyer sur des équipes qui, elles, sont partout. C'est juste que notre mode d'organisation, et là, tu vois, on parlait des générations avant de démarrer le podcast, mais en fait, on est dans une structure qui a été créée par une génération d'avant. Et c'est notre structure aujourd'hui d'organisation et de reporting. Elle est managée par un mix de nos générations, mais nos collaborateurs, ils sont encore dans la génération nouvelle. Tu vois, et donc, on est quasiment sur 3 générations en termes de la structure qu'on utilise VS les attentes des collaborateurs. Donc, on est en pleine transformation, à mon avis, là-dessus, et on va certainement faire évoluer le modèle. Mais il y a déjà des choses en cours. Par exemple, ne serait-ce que nous, dans notre firme, au niveau européen, sur des sujets bien particuliers, on travaille de manière collaborative, c'est-à-dire on met des pools de ressources et de compétences dans un environnement et travaille sur des projets au niveau européen. Ça, c'est la première chose. Et il y avait aussi un autre truc sur lequel je voulais rebondir. Bon. Ça reviendra peut-être. Mais en tout cas, le chemin parcouru dans les 10 dernières années fait qu'aujourd'hui, effectivement, tu as raison. Là, je pense à tous les parcours qu'on a sur... on n'en a pas parlé, la Master Academy, c'est peut-être ça à laquelle tu pensais? Non, je pense... Alors, non, c'est pas ça. Ce que je pensais, c'était au niveau du programme de secondments. Donc, le secondment, c'est la capacité de pouvoir envoyer nos collaborateurs à l'étranger et également de recevoir des collaborateurs étrangers en France. Ça, c'est quelque chose qui se démocratise. Donc là, au bureau de Paris, on a reçu des auditeurs qui venaient du bureau de Salt Lake City, donc qui viennent travailler avec nous pendant un certain temps. On a envoyé des gens au bureau de Los Angeles. Mais moi, je sais qu'on a des gens qui sont au bureau de Montréal, qui sont aux Pays-Bas. Donc, il y a cette mobilité également qu'on retrouve au sein du réseau. Et donc, le jour inbound, outbound, soit on reçoit des talents, soit on envoie des talents. C'est hyper enrichissant. Et du coup, j'en ai parlé, mais je pense, Adam, tu en as peut-être parlé au dernier podcast, Master Academy. Donc, nous, on a quelqu'un à Nice qui fait ça, qui peut découvrir comme ça d'autres métiers. Mais clairement, c'est quelque chose qui est en marche, sur lequel, en plus, on a Adam qui est en train vraiment d'accélérer face à cette transformation, qui fait que je pense que plus ça va, et moins les barrières géographiques vont être un sujet. Et on est en train, enfin, tu vois, la preuve, c'est qu'on travaille déjà énormément ensemble tous les deux, et on travaille déjà avec pas mal d'autres associés, mais de plus en plus, c'est nos collaborateurs aussi, qui aujourd'hui le font, mais le font de manière, en tout cas, moi je parle pour moi sur Nice, moins systématique. Mais je pense que ça va se systématiser, parce que c'est l'ADN. Ouais, on pousse. Je pense que d'un point de vue corporate, on pousse vraiment là-dessus. Après, c'est aussi une question d'individu. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Mais c'est toujours une question un peu de timidité parce qu'on ne connaît pas. En fait, ce qu'on ne connaît pas... Ça nous fait peur, quoi. Ouais. Exactement. Mais là, c'est juste un exemple. La semaine dernière, nos collègues également sont venus. C'était très agréable. On a lunché ensemble, puis tout le monde est content, on échange. Et eux sont très contents parce que ils découvrent nos façons de travailler. Et puis là, on a des choses sur lesquelles on avance. Ils disent oui, c'est vraiment bien, on va faire comme vous maintenant. Et puis il y a d'autres sur lesquels nous, on trouve qu'eux, ils sont bien avancés. Donc en fait, c'est ça, c'est juste communication, dialogue, écoute et pas avoir d'a priori. Parce que c'est important. On peut avoir son expertise, mais pas d'a priori. Et ça peut faire des échanges très enrichissants. Messieurs, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'ai un peu cette frustration parce que j'aimerais continuer, donc ce serait avec grand plaisir de vous accueillir sur une autre version du podcast, parce que je dois vous libérer. Et ouais, vous avez rendez-vous après. Je terminerai juste sur une dernière question peut-être à chacun d'entre vous. Selon vous, c'est quoi les défis à venir là dans la profession? Peut-être Alexandre, tu peux déjà commencer. En tout cas, les défis pour la profession, mais peut-être aussi les défis pour Grant Thornton. Je ne vais pas te faire le programme d'Adam, puisque c'est un peu ça. Donc, il a réfléchi là-dessus, il
il est maintenant avec notre direction générale et notre comité de direction dans le déploiement d'une stratégie pour faire face à ces défis. Donc, je ne vais pas m'improviser à sa place, mais le sujet, on en a quand même un peu parlé. Data, RSE, IA, monde qui bouge de plus en plus vite. Adaptation à la fois des profils qu'on recrute, mais aussi des gens qui sont chez nous pour les accompagner dans ce changement-là. Relation aussi à nos éditeurs et à l'écosystème, parce que on parlait de global, mais en fait, on est dans du glocal, tu vois, entre dans le territoire et nous, sur Nice, avec l'ensemble de l'équipe, on travaille beaucoup à notre présence dans l'écosystème territorial, mais en même temps avec cette capacité de communiquer avec le national, l'international. Et pour avoir cette agilité, ça demande vraiment une refonte de l'organisation. Et en termes de défis, c'est d'être dans l'anticipation de ce changement, de ne pas être dans le déni aussi, parce que je pense qu'il y a un sujet dans la profession qui a pu exister. Je pense qu'il existe de moins en moins, mais il y avait un peu un déni de « ouais, ça changera, mais ça changera pas trop vite ». Enfin, on me dit ça depuis 30 ans. Tu vois, j'ai entendu ça, je sais pas combien de fois. Ouais, on me disait ça depuis 30 ans. Mais bon, là, ça y est, quoi. Je veux dire, on a des enjeux de transformation. Alors, moi, je vais faire le lien. Moi, j'ai un fils qui a 19 ans. Hein, et donc là, il fait ses études et il va commencer. Donc, il est en droit, mais par contre, il fait des études à l'étranger. Donc là, il va faire un cycle où il va aborder comptabilité finance à partir de janvier. Et il me dit en blaguant, il me dit bah papa, tu vois, c'est peut-être les dernières fois que j'apprends ça à l'école parce qu'après ça va être l'IA. Hein. Et donc on rigole sur ce sujet-là. Je pense que oui, le métier il est vraiment en complète transformation, mutation d'un point de vue technologique, d'un point de vue générationnel. On le voit, nos collaborateurs, c'est un défi. C'est un défi pour eux, mais aussi c'est un défi pour nous, de vraiment d'être bien adaptés, comment les accompagner. Le côté mobilité, nous on voit sur le volet international, mais eux ils veulent aller très très vite. La mobilité, ils sont dans un service, ils ont fait 6 mois, ils pensent qu'ils ont tout vu, puis ok, next, on va peut-être attendre un petit peu, tu vas voir, c'est quand même d'autres choses à apprendre. Si les gens sont à 10-15 ans, il y a des choses à apprendre. Donc les défis, c'est le volet technologique, le volet humain, c'est-à-dire apporter quelque chose de différenciant où les gens sont bien, où les gens ils font un parcours. On est capable de faire un métier, de faire un deuxième métier, de faire un troisième métier dans un pays, dans un autre pays, de partir, de revenir. Alors moi, je suis le parfait exemple. J'ai quitté GT, je suis revenu 8 ans après dans un autre pays, enfin dans mon pays d'origine. Mais ce que je parle là, c'est qu'il y a cette possibilité qu'il n'y a plus de parcours qui sont des parcours linéaires. Donc voilà, ça c'est bien l'avoir compris et comment nous, on apporte des solutions par rapport à ça. Je pense qu'on est quand même bien en avance. Oui. Bah écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci Alexandre, merci Jérôme pour cette discussion. C'était un vrai plaisir pour moi. Merci à toi. Plaisir partagé. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si il vous a fait kiffer, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les likes, les commentaires, mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes parce que ça me donne de la force, de l'énergie et ça me permet d'aller chercher des invités comme Alexandre et Jérôme. Aussi, si vous souhaitez postuler et aller rejoindre Grant Thornton, je vous mets en description de cette vidéo l'ensemble des annonces d'emploi et les opportunités de carrière qu'il peut y avoir à la fois en France mais à l'international. C'est possible. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!